Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer la théorie derrière la section 3.5 du livre de physique XXI de tome B. Donc la section 3.5, ça s'appelle les lois de Kirchhoff. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc les lois de Kirchhoff, c'est les deux lois qu'on va voir là ici. On va les détailler dans quelques instants là, dans notre section 3.5. Et ça s'appelle les lois de Kirchhoff parce que bon, c'est un monsieur là qui s'appelle Gustav Kirchhoff qui a énoncé ces lois-là pour la première fois. Puis comme vous allez voir tout à l'heure, c'est des lois qui vont nous permettre de résoudre, c'est-à-dire de trouver là, la valeur du courant qui va circuler dans n'importe quel endroit d'un circuit électrique. Donc ça a l'air d'être super simple, c'est très très concis de la façon d'écrire les lois de Kirchhoff, mais c'est une technique qui est extrêmement puissante parce que ça permet de résoudre là, vraiment n'importe quel circuit électrique, là, même les plus simples aux plus complexes. Okay. Avant de vous expliquer comment fonctionnent les lois de Kirchhoff, on est un petit peu forcé là, de établir un certain vocabulaire parce que pour comprendre comment fonctionnent les lois de Kirchhoff, il faut savoir c'est quoi un nœud, c'est quoi une branche, c'est quoi une maille. C'est sûr que quand je vous dis les mots nœud, maille et branche, là, vous pensez probablement à ces images-là. Sauf que bon, faire attention, là, ça peut avoir les mots peuvent avoir plusieurs significations et en fait, là, évidemment, pour les lois de Kirchhoff, c'est en lien avec des circuits électriques, donc c'est pas ces choses-là. Okay, ça va être d'autres choses. Donc, ça va être important de définir chacun de ces trois termes-là, c'est quoi, pour bien comprendre ensuite là, les lois de Kirchhoff et énoncer les lois de Kirchhoff. Donc, on va y aller dans l'ordre. Le premier mot qu'on va définir, ça s'appelle un nœud. Okay. Donc, un nœud, c'est défini comment dans un circuit électrique? C'est défini comme le point d'un circuit où il y a un embranchement, donc une jonction de trois fils ou plus. Donc ici, vous avez un exemple de circuit. Donc le symbole ici, on se rappelle, là, ça représente la pile, on l'a déjà rencontré dans les sections précédentes. Et les espèces de petits zigzags comme ça, ce sont des résisteurs, qui peuvent avoir une certaine valeur de résistance. Et quand on trace des lignes autres là, dans notre circuit ici, dans notre schéma, ben les lignes représentent seulement simplement des fils électriques, des fils conducteurs. Okay. C'est ça. Puis un nœud, c'est quand vous avez un embranchement de plusieurs fils électriques. Donc par exemple, ici, là, vous avez trois morceaux de fil qui se rejoignent au même endroit. Donc l'endroit où les trois morceaux de fil se rejoignent, on appelle ça un nœud. Donc on a un premier nœud ici, on a un deuxième nœud ici. Okay. Ça, c'est pas un nœud, hein, parce que c'est juste le même fil. C'est un fil qui arrive, il tourne vers la droite, mais c'est juste un seul fil. C'est pas deux fils qui se rejoignent au même endroit. Un nœud avec deux fils, de toute façon, ça se peut pas, parce que même si vous aviez deux fils différents reliés dans un nœud, ben, ce serait comme le même fil. Donc, ça prend au moins trois fils différents reliés ensemble pour former un nœud. Okay. Fait que bref, c'est ça qu'on appelle un nœud. On va faire des petits exercices tout à l'heure pour identifier combien il y a de nœuds dans un circuit. Mais bon, c'est important de comprendre c'est quoi un nœud. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on va appeler une branche. Okay? Dans le contexte d'un circuit électrique, là, une branche, c'est la portion de circuit qui ne possède aucun embranchement. Une autre façon une conséquence de ça, c'est que le courant est le même partout dans une branche. Donc, si vous imaginez du courant là, qui se promène dans le circuit électrique qui est là, ben, ce qu'on appelle une branche, c'est un chemin de courant. Donc, c'est pour ça qu'on dit le chemin, le courant va être partout le même à l'intérieur d'une branche. Par exemple, si vous avez là du courant, là, je sais pas, là, 3 ampères là, qui voyage dans ce fil-là ici, ben tout le courant de 3 ampères qui arrive là, c'est sûr qu'il va traverser la pile, c'est sûr qu'il va monter, c'est sûr qu'il va traverser le résisteur qu'il y a là. Donc, dès que ça rencontre pas d'embranchement, dès que ça rencontre pas de nœud, le courant va nécessairement juste être le même partout. Quand ça va rencontrer un nœud, là, le courant va pouvoir se diviser. Il y a une partie qui va pouvoir aller dans une certaine direction, une autre partie qui va aller dans une autre direction, et là, les valeurs des courants vont changer. Mais dès que vous êtes le long d'une même branche, la valeur du courant ne change pas. Okay. Ça aussi, c'est important de connaître dans un circuit combien il y a de branches. Okay. Et dernière chose, ce sont des mailles. Okay, ça, c'est un petit peu plus difficile à comprendre. En fait, dans un circuit, on dit que n'importe quel parcours fermé qui part d'un point et qui revient au même point va s'appeler une branche. Okay. Donc, par exemple, vous en avez trois exemples. Si on a la branche qu'on a identifiée par le pointillé rouge ici, c'est comme si on disait on part de ce point-là et on fait le tour du circuit et on revient au même point. Okay, donc, on a fait un parcours fermé, c'est ça que dit la définition. Dès que vous partez d'un point dans un circuit et que vous faites un parcours fermé là, qui revient au même endroit, ça va s'appeler une branche. Donc, il y en aurait plusieurs branches qu'on pourrait faire. On pourrait partir, là, si on faisait elle en vert ici, on pourrait partir de là, monter, aller à droite, descendre, aller à gauche. Ah, on viendrait de faire un circuit,
un parcours fermé qui revient au même point. On pourrait partir d'ici, faire ça, ce serait une maille aussi. Okay. Donc, ce sont des exemples de mailles. C'est sûr que les mailles, on peut les parcourir dans un sens comme dans l'autre. Fait qu'on pourrait faire des mailles en tournant dans le sens horaire ou des mailles en tournant dans le sens anti-horaire. Okay. Fait qu'il y a plusieurs possibilités là, pour les mailles, mais c'est toujours ça. C'est un parcours fermé qui part d'un point du circuit puis qui revient au même point. Donc, c'est ça, avant de regarder les lois de Kirchhoff comme telles, là, comme je vous disais, c'est très important d'être capable de démêler un petit peu ces notions-là. Sinon, si vous savez pas c'est quoi la différence entre un nœud, une branche, puis une maille, ou vous savez pas trop qu'est-ce que ça veut dire un nœud, une branche, puis une maille dans le contexte des circuits électriques, ben, vous comprendrez pas vraiment les lois de Kirchhoff. Là. C'est important de comprendre ces trois mots-là. Et pour se pratiquer à les démêler, je vais vous montrer 3 exemples de circuits. Et à chaque fois, on va se demander ensemble, c'est quoi le nombre de nœuds, le nombre de branches, le nombre de mailles que ce circuit-là contient. On va commencer par un qui est relativement facile, relativement simple. Donc un circuit ici avec une branche, je disais une pile et 3 résisteurs, comme ça. Okay. Donc ce circuit-là contient combien de nœuds? Ben, si on y pense, là, il y a aucun embranchement. Il n'y a pas d'endroit là où des fils électriques vont se séparer en deux chemins différents, donc il n'y a pas de nœud, donc il y a 0 nœud. Combien y a-t-il de branches? Ben en fait, il y en a une seule, hein, parce que tout le courant qui traverse la pile va juste continuer partout. Le courant va jamais se diviser, on vient de dire qu'il n'y a pas de nœud, donc si le courant se divise jamais, ça veut dire que c'est toujours le seul et même courant qui voyage partout dans notre circuit, donc il y aurait une seule branche. Okay. Et combien il y a de mailles? Ben, c'est sûr que on pourrait dire, là, si je pars du coin, mettons, en bas à gauche, je parcours un tour comme ça, je reviens ici, ça fait une maille. Peut-être quelqu'un pourrait dire, ah, mais si on part du coin ici, puis qu'on fait le chemin comme ça va être une deuxième maille. En fait, moi, je considère que c'est pas mal la même maille. Okay? C'est juste qu'on est parti là, à un endroit différent. C'est sûr qu'on pourrait les faire tourner dans le sens anti-horaire aussi. On pourrait partir de là, puis aller à droite, monter, aller à gauche, descendre. Ce serait presque la même maille que celle-ci, mais parcourue dans le sens inverse. Fait qu'en tout cas, il y a moi, je considère qu'il y aurait juste une maille dans ce circuit-là. Okay, dans le sens qu'il y a juste un chemin, un parcours comme ça qu'on peut faire là, ici. Qu'on le fasse dans le sens horaire ou anti-horaire, ça vient pas mal au même. Peu importe lequel des 4 coins on utilise pour être notre point de départ, notre point d'arrivée, ça revient pas mal au même aussi. Okay? Mais de toute façon, vous allez voir, on va faire les autres exemples, mais vous allez voir dans quelques instants que c'est pas si important que ça de savoir exactement le nombre de mailles qu'il y a dans un circuit. Vous allez comprendre pourquoi quand on va parler des lois, des fameuses lois de Kirchhoff. Mais continuons notre exercice. Donc, disons un circuit un petit peu plus complexe. Okay? Vous avez ça comme ça. Donc, combien y a-t-il de nœuds dans ce circuit-là? Donc, les nœuds, c'est les endroits où il y a des embranchements. Donc, plusieurs fils qui se rejoignent au même endroit. Donc, ici, il y en a deux nœuds. Il y en a un qui est ici. Ici, vous avez là 3 fils différents qui sont connectés ensemble. Et vous avez un deuxième nœud qui est ici. Okay. Ça, c'est pas un nœud, c'est juste un fil là, qui tourne, mais c'est comme un seul et même fil, donc ça compte pas comme un nœud. Okay. Donc c'est vraiment juste deux nœuds, un ici et un ici. Okay. Combien y a-t-il de branches dans ce circuit-là? Combien y a-t-il de chemins de courant différents? Là? En fait, il y en a 3. Il y en a une première branche ici. Donc, tout le courant qui traverse la pile traverse aussi ce résisteur-là. On a une deuxième branche ici. Donc, tout le courant qui va traverser le résisteur ici va traverser le résisteur ici. C'est comme le même, c'est un seul chemin de courant qu'on a là. Et on a une troisième branche qui est celle-là ici, qui est en diagonale. Okay. Donc, 3 branches dans ce circuit-là. Combien y a-t-il de mailles? Mais encore là, moi je considère qu'il y en a 3. Okay? On pourrait parcourir la maille ici, le triangle qu'on a là. On pourrait parcourir la maille ici, qui est le triangle d'en bas. Et on pourrait faire un carré, comme ça. Donc on aurait 3 mailles. Okay? Encore là, je sais qu'on pourrait parcourir les mailles dans le sens horaire, dans le sens anti-horaire. On pourrait partir pas nécessairement là, du même sommet là, pour parcourir notre triangle, notre carré, là, mais en tout cas, moi je considère que c'est pas mal des mailles qui se ressemblent tellement qu'on peut considérer que ce sont les mêmes. Fait que moi je dirais qu'il y en a 3 différentes des mailles là-dedans. Et finalement, le dernier circuit qui est un petit peu plus complexe, qui est en fait probablement plus complexe que ce que vous allez rencontrer réellement dans les exercices, là. Mais en tout cas, juste quand même pour se pratiquer. Donc il y aurait combien de nœuds là-dedans? À chaque fois vous voyez 3 morceaux de fil qui se croisent, là, qui se rejoignent ensemble, c'est un nœud. Donc ici on a un premier nœud. Ici, on a un deuxième nœud, un troisième nœud, un quatrième nœud. Puis même ici, on aurait là, un cinquième nœud, un nœud un peu plus compliqué dans lequel il y aurait l'embranchement de 4 fils, donc 4 morceaux de fils différents qui se rejoignent au même endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 nœuds.
Okay. Combien on a de branches? Donc combien on a de chemins de courant? Ça, on en a plusieurs. Là, on en a comme, je vais juste les écrire. Fait qu'on en a un ici, on en a un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici, puis toutes les autres, là, dans le fond, c'est un cinquième, un sixième, un septième, puis un huitième. Donc il y a comme 8 chemins différents là, de courant là-dedans. Donc il y aurait 8 branches possibles. Donc il pourrait avoir 8 courants différents là, qui circulent dans notre circuit. Et le nombre de mailles, ça je sais pas si vous voulez essayer de le trouver, là, il y en a quand même beaucoup. Okay? Des fois il y a des gens qui disent ah j'en vois 4, 5, 6, 7, 8. En fait moi je pense qu'on peut en compter au moins 13. Okay? Donc c'est quand même beaucoup. On peut faire des mailles qui sont, je vais juste peut-être effacer ça. En fait, on peut en faire plusieurs. Okay? On pourrait faire des mailles là, qui sont comme un carré, comme ça, soit horaire ou anti-horaire. Fait que disons, on en a un premier ici, un deuxième, une troisième maille, une quatrième maille. Donc des mailles qui font juste un carré, il y en a 4. On pourrait faire des mailles là, qui s'étendent sur 2 carrés. Donc on pourrait faire là, disons là, une maille comme ça. On pourrait faire une maille comme ça. On pourrait les faire dans l'autre sens, on pourrait les faire verticalement. Donc on pourrait les faire là, je sais pas, là, disons une maille comme ça, puis une maille comme ça. Donc on a comme 4 mailles qu'on peut faire quand les mailles prennent 2 carrés. On pourrait imaginer de faire des espèces de mailles là, un peu bizarres euh, à 3 carrés. On pourrait, je sais pas, là, partir d'ici, puis on va faire ça comme ça. Donc des mailles là, qui couvrent 3 carrés. On peut en faire 4 mailles comme ça. Et finalement, ben, on pourrait faire une maille qui fait juste... avec mon... Ok. On pourrait faire une maille qui fait le gros carré comme ça. Ok. Donc, bref, 4 mailles qui peuvent couvrir un carré, 4 mailles qui peuvent couvrir 2 carrés, 4 mailles qui peuvent couvrir 3 carrés et une seule maille qui couvre les 4 carrés. 4 fois 3, 12 plus 1. Donc un total de 13 mailles. Okay. Bon, on vient de faire le petit exercice ici. Vous avez remarqué que quand on regarde un circuit, c'est comme quand même assez facile là, de dire ok, tel circuit contient exactement tel nombre de nœuds et tel nombre de branches. Pour les mailles, vous avez remarqué, c'est tout le temps un petit peu plus, ça porte tout le temps un petit peu plus à confusion. Surtout peut-être celui-là, le dernier qu'on a fait, là, 13 mailles, mais oui, en tout cas, c'est bon. Il y en a, c'est pas nécessairement si évident que ça. Mais inquiétez-vous pas, si vous n'êtes pas capable de repérer tout de suite en regardant ça que ah oui, ça a 13 mailles, là, ben c'est pas grave, ok? Parce que vous allez voir que quand on va faire les lois de Kirchhoff, ce qui est vraiment important de connaître quand on regarde un circuit, c'est que vous devez être capable de dire exactement le circuit contient combien de nœuds et le circuit contient exactement combien de branches. Okay? Des mailles, il va en avoir toujours un nombre quand même assez grand. Et c'est pas grave si vous n'êtes pas capable de les dénombrer. C'est pas grave si vous n'êtes pas capable de dire exactement combien il y en a. Mais l'important, c'est que vous soyez capable d'en identifier quelques-unes. On n'aura pas besoin de toutes les identifier. Mais si vous êtes capable d'en identifier quelques-unes, vous allez voir, ça va être suffisant pour appliquer les lois de Kirchhoff. Okay. Bon, ben je pense on s'est bien réchauffé. Là, on a vu c'est quoi les nœuds, c'est quoi les branches, c'est quoi les mailles, on a compris les définitions, puis on les a appliquées ici, on a essayé de les dénombrer un peu dans des circuits. Donc je pense qu'on est on est prêt là, pour s'attaquer vraiment à ce qu'on appelle les lois de Kirchhoff. Donc la loi de Kirchhoff, il y en a deux. Il y en a une qui s'appelle la loi des nœuds de Kirchhoff, et la deuxième s'appelle la loi des mailles de Kirchhoff. Donc je vous rappelle, l'idée derrière ça, c'est qu'on va pouvoir utiliser ces lois-là pour résoudre un circuit. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre un circuit? Ça veut dire que si on a un circuit électrique comme ça devant nous, quand on résout un circuit, c'est quand on arrive à connaître parfaitement ce qui se passe dans le circuit. Et connaître parfaitement ce qui se passe dans le circuit, ça veut dire être capable de dire dans quel sens est-ce que les courants vont se déplacer dans chacune des branches de notre circuit et de calculer chacune de ces valeurs de courant-là. Si on est capable de dire, là, dans cette branche-là, j'ai un courant de, je sais pas, là, 3 ampères vers le haut, puis dans cette branche-là, j'ai un courant de 5 ampères vers le bas, puis qu'on est capable de dire à n'importe quel endroit du circuit, c'est quoi le courant, combien d'ampères, et il va dans quelle direction. C'est ça qu'on appelle le réseau d'un circuit, donc on va connaître parfaitement ce qui se passe dans notre circuit. Donc, un des premiers outils qu'on a à notre disposition pour résoudre un circuit, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la loi des nœuds de Kirchhoff. La loi des nœuds de Kirchhoff, c'est écrit de cette façon-là. Somme des I égale à 0. I, c'est la variable qu'on utilise dans les circuits électriques pour les courants.
Okay? Si on se rappelle par exemple de la loi d'Ohm qui disait que delta V est égal à R fois I. Donc ici, c'était justement les courants électriques là, en ampères. Donc la somme des courants électriques va égaler 0. Okay? Ça s'appelle la loi des nœuds, parce que effectivement, la loi des nœuds, c'est une loi qu'on va appliquer quand on repère un nœud dans un circuit. Donc, dans le circuit ici, on voit que ici on a un nœud. Donc, on pourrait appliquer la loi des nœuds pour ce nœud-là dans notre circuit. Et ce que ça dit, c'est que il va y avoir des courants qui vont passer près du nœud parce que le nœud, c'est un embranchement de plusieurs fils. Et dans chacun de ces fils-là, il y a un courant électrique qui va passer, un nombre d'ampères qui va passer soit dans une direction, soit dans l'autre direction. Ce que ça dit la loi des nœuds, c'est que on peut dire que la somme des courants qui vont entrer dans le nœud va être égale à la somme des courants qui vont sortir du nœud. Okay. Par exemple, si on regarde notre schéma ici, on voit qu'il y a trois courants qu'on a appelés I1, I2 et I3. Et dans le schéma ici, on voit que le courant I1 va entrer dans le nœud. Le courant I2 aussi va entrer dans le nœud. Mais le courant I3, lui, il rentre pas dans le nœud. Au contraire, il sort du nœud. Okay, il s'éloigne du nœud, alors que le courant I1 et I2 se rapproche du nœud. Fait que ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on pourrait dire que la somme des courants entrants, donc I1 plus I2, ça ici, va être égale à la somme des courants sortants. Ici, on a juste un seul courant sortant qui est I3. Okay? Donc ça, c'est très très logique en fait de réfléchir comme ça. Là, peut-être que ça vous mélange un petit peu parce que ce sont des circuits électriques, puis des ampères, tout ça. Mais pensez par exemple à une canalisation d'eau. Okay? Peut-être que vous avez une meilleure intuition quand vous pensez à ça. Imaginez que vous avez des tuyaux d'eau qui sont reliés à une espèce de petit réservoir central. Puis là, on imagine que vous avez de l'eau qui coule dans vos tuyaux. L'eau qui coule dans les tuyaux, c'est un peu comme les courants électriques. Fait que si vous avez, je sais pas, une espèce d'embranchement qui relie ensemble quatre tuyaux, puis vous remarquez que vous avez de l'eau qui arrive ici, et vous avez de l'eau qui part, là, qui se divise comme en trois, puis qui part dans trois tuyaux différents, c'est sûr que l'eau, là, elle apparaît pas, puis elle disparaît pas. Fait que c'est sûr que la quantité totale d'eau qui va rentrer là, dans votre jonction ici doit être égale à la quantité totale d'eau qui va sortir de votre jonction. Okay? Donc, les courants électriques, là, remplacez ça par des courants d'eau, si vous voulez, dans votre tête. C'est sûr que tous les courants d'eau qui vont entrer dans l'embranchement ici vont être égales à la somme des courants d'eau qui vont en sortir. C'est pour ça qu'on peut dire que la somme des courants entrants égale la somme des courants sortants. C'est une chose qu'on peut faire. Okay. C'est une façon de l'écrire. Mais la loi des mailles, comme telle, on l'a écrit de manière encore plus simplifiée que ça, plus courte que ça. Ça dit que la somme des courants est égale à 0. Si on veut juste écrire ça, la somme des courants égale à 0, ça présuppose que les courants qui sont entrants, les courants qui vont entrer dans le nœud, on va les mettre positifs. Et les courants qui sortent du nœud, on va les mettre négatifs. Okay. Par exemple, ici, la façon d'écrire la loi de Kirchhoff, la loi des nœuds de Kirchhoff sous cette forme-là, on dirait qu'on a trois courants, I1, I2 et I3. On dirait le courant I1, lui, il rentre dans le nœud, donc on va le mettre positif. Donc on dirait plus I1. Le courant I2, lui aussi, il rentre dans le nœud, donc on va le mettre positif, plus I2. Et le courant I3, lui, il sort du nœud, donc on va le mettre négatif, moins I3. Et là, on a écrit nos trois courants, donc la somme des courants est égale à 0. Okay, donc les courants entrants, on les a mis positifs, les courants sortants, on les a mis négatifs. Ça nous donne comme équation là, I1 plus I2 moins I3 est égal à 0, ce qui revient exactement au même que d'écrire ça ici, la somme des courants entrants égale la somme des courants sortants, parce que I1 plus I2 moins I3 égale à 0. Vous voyez que algébriquement, c'est la même chose que d'écrire ça ici, là, I1 plus I2 égale à I3. Je pourrais juste changer mon moins I3 de côté et ça deviendrait effectivement I1 plus I2 est égal à I3. Okay? Donc, dire que la somme des courants entrants égale la somme des courants sortants ou dire que la somme des courants égale à 0 en utilisant comme convention que les courants entrants on les met positifs, les courants sortants on les met négatifs, ça revient exactement au même. Okay? C'est juste que quand on écrit la loi, on l'écrit de la façon la plus compacte possible, la plus courte possible, et ça s'énonce comme ça, la somme des I égale à 0. Okay. Donc, fait que la loi des nœuds de Kirchhoff, évidemment, ça vous permet de comprendre, puis de mathématiser, puis d'écrire là en équation qu'est-ce qui se produit quand vous rencontrez des nœuds dans votre circuit. Ça vous fait des équations comme ça met en relation les différents courants dans votre circuit. Et la deuxième loi de Kirchhoff,
Ça s'appelle la loi des mailles de Kirchhoff. Donc, on comprend que, bon, la loi des mailles, c'est en lien avec les mailles. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'une maille, c'est un parcours fermé qu'on peut effectuer dans un circuit. On part d'un certain point, on parcourt le circuit, donc on se promène comme ça et on revient à notre point de départ. Si on fait un parcours fermé, on peut appeler ça une maille. Okay. Et ce qui arrive, c'est que la loi des mailles de Kirchhoff, ça vous dit que quand vous allez parcourir votre maille, vous allez croiser là, différents éléments de circuit. Peut-être vous allez croiser des piles, peut-être vous allez croiser des résisteurs, mais vous allez croiser des éléments de circuit. Et on sait qu'à chaque élément de circuit est associé une certaine différence de potentiel delta V. Okay. Quand vous traversez des piles, par exemple, on sait qu'une pile, là, ça a un delta V qui est égal à epsilon. C'est directement là, son électromotance. Et quand vous traversez, par exemple, un résisteur, mais ça, c'est la loi d'Ohm, on sait que delta V est égal à R fois I. OK, mais ce qui est ça. Fait que comme vous voyez, c'est certain que quand vous allez parcourir vos éléments de circuit, si vous rencontrez une pile ou si vous rencontrez un résisteur, c'est associé à une certaine différence de potentiel. Okay. Les différences de potentiel, on le verra tout à l'heure, mais elles peuvent être soit positives, soit négatives, dépendamment dans quel sens est-ce que vous allez rencontrer vos éléments de circuit, puis dans quel sens est-ce que vous allez les traverser. Si vous les traversez dans le même sens que le courant ou dans le sens contraire du courant, donc ça va influencer le signe que vous allez placer ici, mais c'est certain que chaque élément de circuit est associé à une certaine différence de potentiel delta V. Et ce que ça dit la loi de Kirchhoff, c'est que si vous partez d'un certain point, puis que vous parcourez un parcours fermé, puis que vous revenez exactement au même point, ben comme vous revenez exactement au même point, c'est normal que quand vous faites la somme des delta V, il va en avoir certains là, qui vont être positifs, certains qui vont être négatifs, mais comme vous revenez au même endroit, c'est normal que la somme donne 0. On avait présenté là, dans les sections précédentes une petite analogie comme ça là, pour la pile, une petite analogie gravitationnelle. On imagine des petites boules comme ça là, qui se déplaçaient, des petites billes avec un escalier roulant, puis un petit trou ici dans lequel elles peuvent tomber. En fait, l'analogie avec le circuit électrique, ce serait de dire que si on part d'un certain point dans notre petit parcours comme ça, notre petit circuit gravitationnel, si on effectue un tour complet, puis qu'on revient au même endroit, l'équivalent là, des delta V, ce serait comme les changements de hauteur. Okay? Donc c'est comme si on disait, au début on part d'ici, là, à chaque fois qu'on rencontre un élément, comme on rencontre un escalier roulant, ça va nous donner une certaine différence de hauteur, un delta Y ou un delta H, là, si vous voulez. Et quand on va rencontrer le trou ici, on va changer de hauteur, donc on va avoir un certain delta H. Okay? Dans cet exemple-là, bien évidemment, quand vous rencontrez l'escalier roulant, votre hauteur augmente. Donc ça vous donnerait, là, si vous voulez, un delta, on pourrait appeler ça un delta H. C'est un delta H qui est positif. Alors que quand vous allez parcourir votre circuit, là, si vous parcourez la maille là, dans ce sens-là, ce qui va arriver, c'est que quand vous allez traverser le trou ici, votre hauteur va diminuer. Donc, vous allez rencontrer un delta H qui est négatif. Okay? Et c'est sûr que si vous revenez exactement, vous faites un parcours fermé, vous revenez exactement au même endroit, ben c'est sûr que la somme de tous les delta H que vous allez additionner ensemble, ça va donner 0. Il va en avoir des positifs, il va en avoir des négatifs. Mais si vous revenez au même endroit, c'est sûr que vous allez revenir exactement à la même hauteur. Donc, c'est certain que la somme des delta H que vous allez rencontrer va être égale à 0. Ici, c'est sûr que le circuit est très très simple. Il y a juste un escalier roulant puis une chute. On aurait pu avoir là, un premier escalier roulant, un deuxième escalier roulant, une première chute, une deuxième chute, une troisième chute, peu importe. Mais c'est sûr que la somme de tous les delta H va être égale à 0 parce qu'on revient nécessairement à la même hauteur. Ben, pour l'électricité, c'est exactement la même chose. Vous partez d'un point, vous effectuez une certaine maille, donc vous rencontrez des delta V, certains vont être positifs, certains vont être négatifs, mais si vous revenez exactement au même point, c'est sûr et certain que vous allez revenir là exactement au même potentiel, donc c'est sûr que la somme de tous les delta V va être égale à 0. Okay. C'est ça. Maintenant, ce que je vous disais, c'est que quand vous allez parcourir une maille dans un circuit, euh, votre circuit va être composé de piles et de résisteurs. Fait que quand vous allez parcourir une maille, il n'y a pas 50 000 possibilités. Là. Vous allez soit croiser des piles, soit croiser des résisteurs. Donc, chacun de ces deux éléments, à chacun de ces deux éléments-là est associé un certain delta V. Comme je disais tout à l'heure, les delta V associés pour les piles, c'est directement leur valeur d'électromotance, epsilon. Et quand ce sont des résisteurs que vous croisez, la valeur du delta V, c'est la loi d'Ohm. Le delta V est égal à RI. Maintenant, il y a des signes associés à ça. Okay? Des fois, ça va être positif, des fois, ça va être négatif. Ça dépend dans quel sens est-ce que vous traversez ces composantes-là. Il y a des lois, des petits
c'est à la page 249 de votre livre. Il y a comme c'est comme les 4 règlements ou les 4 règles du jeu, là, si vous voulez, pour appliquer la loi des mailles de Kirchhoff. Euh, je voulais dire, donc, je vais commencer par les 2 dernières, c'est elles que je trouve les plus évidentes. Donc, ça concerne les piles. Okay? Donc, quand vous avez des piles de branchées dans un circuit, les piles, qu'est-ce qu'ils font? C'est que si vous parcourez une maille, donc dans le fond, dans ces schémas-là, le sens de la maille que vous parcourez, c'est la petite ligne pointillée. Par exemple, si on dit dans notre circuit, on parcourt une maille, on part du point A, on va au point B, au point C, puis on vient au point A. Donc, vous voyez, les petites lignes pointillées sont dans ce sens-là. Donc, les petites lignes pointillées vous indiquent dans quel sens est-ce que vous parcourez votre maille. Ce que ça dit notre schéma ici, c'est que si vous êtes en train de parcourir votre maille, puis que vous rencontrez une pile comme ça, si la pile est branchée de cette manière-là, donc si vous passez de la borne négative à la borne positive, puis qu'est-ce que ça fait votre pile comme effet, c'est que ça va vous donner du potentiel. Hein. Si on croise une pile de, je sais pas, là, 5 volts, mais quand vous la traversez, moi j'appelle ça la traverser dans le bon sens, dans le même sens que la pile, ben, elle va vous donner du potentiel. Donc, si c'est une pile de 5 volts, elle va vous donner 5 volts. Si c'est une pile de 10 volts, ça va vous donner 10 volts. Okay. Mais par contre, si vous traversez une pile dans le sens contraire, comme c'est montré ici, donc vous êtes en train de parcourir une maille, si vous passez de la borne positive à la borne négative, c'est comme si vous traversez la pile dans le sens contraire, là, à son sens habituel. Donc là, c'est le contraire, vous allez perdre du potentiel. Fait que c'est une pile de 5 volts, mais quand vous la traversez à l'envers ou à reculons, là, vous allez perdre 5 volts, donc ça va vous correspondre à un delta V qui est négatif. Okay. Pour les résisteurs, on sait que quand on traverse un résisteur, il y a un delta V qui est égal à RI. Mais là, est-ce qu'on met plus RI ou moins RI, ça dépend. Le truc à se rappeler, qui va revenir aussi dans les autres sections là, du chapitre 3, c'est que quand vous avez du courant électrique qui traverse un résisteur, le courant électrique là, va toujours traverser, là, va toujours orienter du plus gros potentiel au plus petit potentiel. Donc, il y a un delta V, donc un changement de potentiel là, qui est associé à un résisteur. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un plus gros potentiel que l'autre, donc il y a une différence de potentiel entre les deux. Mais bon, ce qui va revenir là, dans les prochaines sections, c'est que le courant voyage toujours du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel. Fait que si vous avez un courant qui passe dans un résisteur, juste d'après le sens du courant, vous allez savoir il est où le plus gros potentiel et il est où le plus petit potentiel. Par exemple, ici, là, si on dit qu'un courant va vers le haut, ben, ça veut dire que le potentiel ici il est plus gros que le potentiel qui est là. C'est pour ça que le courant est allé du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel. Donc le courant est allé dans ce sens-là. En fait, ce que ça revient à dire, c'est que quand vous parcourez votre maille, si vous parcourez la maille dans le même sens que le courant électrique, puis vous traversez un résisteur, ben comme vous allez du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel, vous allez donc perdre du potentiel. Donc votre delta V va être négatif. Et au contraire, si vous parcourez votre maille puis vous rencontrez un résisteur avec un courant, mais que vous, quand vous parcourez votre maille, vous allez dans le sens contraire du courant, ça veut dire que le petit potentiel est ici, puis que le gros potentiel il est là. Donc si vous passez de là à là, vous allez gagner du potentiel, donc un delta V qui est égal à plus RI. Okay. C'est sûr que ça, au début, ça va vous sembler bizarre un petit peu, ces 4 règlements-là, mais à force d'utiliser, vous allez voir quand même une certaine logique derrière ça. Peut-être pour les résisteurs, c'est un petit peu plus compliqué. Souvent, les piles, les gens trouvent ça un petit peu plus intuitif. Pour les résisteurs, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais après en avoir fait quelques exemples, vous allez voir que ça va devenir relativement simple. Okay. Donc, il n'y a pas d'autre chose. Il y a juste ces deux lois-là. Hein. Donc, la loi des nœuds et la loi des mailles. Donc, la loi des mailles, ça s'exprime aussi de manière très, très succincte. Là, juste delta V est égal à 0. Donc, on fait la somme des delta V. Il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont négatifs. Puis, la somme donne 0. Okay. Maintenant qu'on connaît ça, on sait c'est quoi des nœuds, des branches, des mailles, on connaît la loi des nœuds, on connaît la loi des mailles. Qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre un circuit et trouver tous les courants? Ben, on a juste à suivre cette algorithme-là, cette technique-là, ou si vous voulez, cette recette-là, c'est ce qui s'appelle la méthode générale de Kirchhoff. Okay. On va la regarder ensemble, cette méthode-là, mais si on regarde juste ça froidement, comme ça va être un petit peu mélangeant. Donc, à la place, c'est que on va faire un exemple ensemble. C'est la situation 2. Je sais qu'elle est déjà faite dans votre livre, puisque, bon, c'est un exemple tiré du livre, mais je vais le faire avec vous lentement, puis vous allez voir, ça va vous aider là, à mieux comprendre. Puis, à chaque fois, on va se référer justement là à ces étapes-là ici.
Donc avant d'aller regarder ça, on va juste lire la question. Donc on dit, dans le circuit représenté sur le schéma SICON, qui est le circuit ici, en fait je l'ai même reproduit ici, je l'ai redessiné ici en un petit peu plus gros. Ici on vous donne plein de variables, epsilon 1, epsilon 2, R1, R2, R3, mais on connaît toutes les valeurs. Okay. Donc pour nous aider à écrire les équations, moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais juste recopier le circuit, mais je vais écrire directement les valeurs au lieu d'écrire les variables. Okay. Donc, par exemple, le epsilon 1, on sait que c'est égal à 12 volts. Donc, la pile ici, c'est une pile de 12 volts. La deuxième pile dans notre circuit, c'est une pile de 5 volts. Donc, la pile ici, ça, c'est une pile de 5 volts. Et les résisteurs, mais le résisteur R1, il y avait une résistance de 1 ohm. Donc, celui-là, c'est 1 ohm. Le résisteur R2, une résistance de 2 ohms. Donc, celui-là ici, il vaut 2 ohms. Et le troisième résisteur, là, le R3, lui, c'est 9 ohms. Donc, on peut l'écrire comme ça. Voilà. Donc, c'est la même chose que là. Juste que là, j'ai écrit les valeurs. Okay. Le but, c'est qu'on veut déterminer c'est quoi le courant quand d'orientation qui va voyager dans le résisteur R2. Donc, ce résisteur-là ici, on veut savoir c'est quoi le courant. Est-ce qu'il va vers le haut, est-ce qu'il va vers le bas, puis c'est combien d'ampères. C'est ça le but là, de la situation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc essayer de ce qu'on appelle résoudre le circuit. On va essayer de trouver parfaitement qu'est-ce qui se passe partout. On devrait être capable de dire à chaque point du circuit c'est quoi le courant, dans quelle direction il circule. Pour faire ça, on va appliquer la méthode générale de Kirchhoff. On va y aller étape par étape. Vous allez voir, ça va fonctionner. Donc la première étape, c'est d'attribuer un symbole pour les courants. Donc, on peut appeler I1, I2, I3 et un sens au courant passant dans chacune des branches du circuit. Ici, ce qui est important, c'est que le sens choisi peut être totalement arbitraire. Okay. Ça veut dire que quand vous regardez votre circuit comme ça, une des premières choses à faire, c'est probablement de repérer il y a combien de branches dans notre circuit. Donc ici, on voit qu'il y a 3 branches. Ça ressemble à un des exemples qu'on avait fait tout à l'heure. Et il faut venir écrire sur notre circuit des courants. Okay. On a dit tout à l'heure qu'il y avait un courant dans chacune des branches. Donc si on a 3 branches, nous on va avoir 3 courants à écrire. On va les appeler le I1, I2 et I3. Et avant d'aller plus loin, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut attribuer un sens à ces courants-là. Puis le sens peut être choisi de manière totalement arbitraire. Okay? Fait que c'est nous qui allons décider dans quel sens est-ce qu'on va placer les courants. C'est sûr que, tu sais, le sens est arbitraire, vous allez comprendre pourquoi, c'est parce qu'on peut pas nécessairement savoir d'avance dans quelle direction les courants vont se diriger. Fait qu'on fait des suppositions. Peut-être qu'on a raison, peut-être qu'on se trompe, mais c'est pas grave. En bout de ligne, on va de toute façon trouver la bonne réponse. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que j'essaie de faire des suppositions qui sont, selon moi, logiques. Là. Par exemple, si je regarde un circuit, que je vois une pile comme ça, ben la pile, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle essaie de produire du courant vers le haut. Donc moi, ce que je serais porté à faire, c'est que moi, je serais porté à supposer que j'ai un courant I1 ici qui voyage vers le haut. Donc je pourrais dire que dans cette branche-là, je suppose que j'ai un courant qui circule vers le haut. Puis ce courant-là, je vais l'appeler I1. Okay. Donc si j'ai un courant I1 qui va vers le haut ici, c'est sûr que j'aurai un même courant I1 qui va vers la droite ici, parce que ça et ça, c'est la même branche. Donc ça, c'est parcouru par un courant que je vais appeler I1. Okay. Je suis pas obligé de mettre I1 ici. Hein. J'aurais pu dire que ça, c'est I1. J'aurais pu décider que la branche du milieu, j'appelle ça I1. Okay. Fait qu'il n'y a pas de bonne façon de le faire. Mais ce qui est important de faire, c'est que vous devez écrire un sens au courant et les nommer, là, I1, I2, I3, autant que vous en avez besoin. Faut le faire. Okay? Faut faire ça d'une manière arbitraire parce que c'est ça la base de notre raisonnement qu'on va utiliser ensuite pour écrire nos équations. Donc on fait des suppositions. Fait que moi je suppose que I1 se déplace comme ça. Okay. Je vais faire une autre supposition. Je vais dire que dans la branche qui est ici, dans la branche sur laquelle est la deuxième pile, je vais appeler ça le courant I2 par exemple. Et ben comme la pile pointe dans cette direction-là, moi je suppose que ici il va y avoir un courant que je vais appeler I2 qui va voyager comme ça vers la droite. Donc si j'ai un courant I2 qui voyage vers la droite comme ça, je pense, je suppose que je vais avoir mon courant aussi là, I2
qui va circuler comme ça. Donc là, j'ai défini un sens du courant pour la première branche, que j'ai appelé I1. J'ai défini un courant là, dans la deuxième branche que j'ai appelé I2. Et il me reste une troisième branche. Donc dans cette branche-là, il va y avoir un courant que je vais appeler I3. Puis comme que I1 et I2 rentrent dans le nœud ici, je vais supposer que j'ai un courant I3 qui va voyager dans cette direction-là. Donc j'imagine que mon courant 3, il pointe comme ça. Okay. Donc, ce que je viens de faire, là, écrire les courants I1, I2, I3 dans cette direction-là, c'est quelque chose qui est purement arbitraire. Hein. C'est pas ça comme là. Il n'y a pas juste une bonne réponse qui est de faire ça. Il y a plein de façons différentes de le faire. Quelqu'un aurait pu décider d'appeler la branche du milieu I1 puis de faire pointer le courant en haut à droite. C'est pas grave. Okay? L'important, c'est que vous fassiez cette étape-là, que vous identifiez sur chacune de vos branches là, un courant dans une direction que vous appelez là, que vous nommez. Okay. Donc, une fois que ça c'est fait, là, on a terminé l'étape numéro 1. Une fois que ça c'est fait, l'étape numéro 2, c'est d'écrire la loi des nœuds. Il faut l'écrire n-1 fois, et n, c'est le nombre de nœuds qu'on a dans notre circuit. Okay. Donc, si je regarde ça, là, dans notre circuit ici, il y a combien de nœuds? Ça ressemble à un exemple qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, on voit qu'il y a deux nœuds. Hein. Il y a un premier nœud qui est ici, et on a un deuxième nœud qui est ici. Okay. Donc moi j'ai deux nœuds dans ce circuit-là. Et ce que ça dit la loi de la méthode de Kirchhoff, c'est que si vous avez n nœuds, donc moi j'ai deux nœuds, donc mon n est égal à 2, ben il faut écrire n-1 fois, donc 2 moins 1 ça donne 1. Donc ça me dit qu'il faut que j'écrive une fois la loi des nœuds. Okay, c'est la première chose à faire. Donc je vais écrire une fois la loi des nœuds. Comment je vais faire pour écrire la loi des nœuds? Ben la loi des nœuds, on se rappelle, là, ça dit que somme des courants est égal à 0. Okay. Donc les courants entrants, je les mets positifs, les courants sortants, je les mets négatifs. Pour écrire la loi des nœuds, ça me prend un nœud. Fait que soit je peux écrire la loi des nœuds en me fiant sur ce nœud-là ici, ou je pourrais écrire la loi des nœuds en me fiant sur ce nœud-là aussi. Lequel je vais choisir, vous allez voir que c'est pas grave, ça va revenir exactement au même. Donc disons que je prends ce nœud-là. Si je regarde ce nœud-là, puis je regarde mes courants, ça ressemble à quoi? Ben, j'ai les courants I1 et I2 qui entrent dans le nœud. Donc mon courant I1 serait positif, c'est un courant entrant. Mon courant I2, il serait positif lui aussi. Et le courant I3, dans mon schéma, il sort de mon nœud. Donc le courant I3, il serait négatif. Moins I3 est égal à 0. Donc ça va représenter une première équation. Okay, vous allez voir tout à l'heure. Donc j'ai écrit ma loi des nœuds comme ça. Pourquoi ils disent ici d'écrire seulement n-1 loi des nœuds? Pourquoi je pourrais pas écrire une deuxième loi des nœuds? Parce que je dis, ah, gars, j'ai un nœud ici, j'ai écrit son équation. Je pourrais dire, ah, gars, j'ai un deuxième nœud ici, je vais écrire une deuxième équation, ça va me faire déjà un système avec deux équations. Mais pourquoi qu'on peut pas faire ça? Parce que vous allez voir que ça reviendrait exactement au même. Hein. Si je prenais ce nœud-là ici, puis je voulais écrire son équation, elle ressemblerait à quoi? Ben, je dirais, les courants entrants, il y a juste I3 qui rentre, I1 et I2 sortent du nœud. Donc, si je voulais écrire ça, là, ben, je dirais I1, c'est un courant sortant, donc je le mettrais négatif. Là, j'aurais moins I1. I2, c'est un courant qui sort de ce nœud-là, donc je dirais moins I2. Et là, I3 entre dans le nœud, donc plus I3 égale à 0. Mais je ne sais pas si vous voyez cette équation-là, puis cette équation-là, c'est exactement l'équivalent parce que I1 plus I2 moins I3 égale à 0, ou I1 moins I2 plus I3 égale à 0. C'est exactement la même équation qui a été multipliée par moins 1. Puis moins 1 fois 0, ça donne 0, donc ça ne paraît pas, mais c'est vraiment la même équation. Dans les deux cas, là, je pourrais juste mettre tous les termes positifs du même côté, puis ça reviendrait juste à dire que I1 plus I2 est égal à I3. Okay, donc écrire ça ici, ou écrire ça ici, ou écrire I1 plus I2 égale à I3, c'est toute la même information. Fait que ça donne rien d'écrire autant d'équations que vous avez de nombre de nœuds dans votre circuit, parce que même si vous écrivez une équation pour chaque nœud dans votre circuit, c'est qu'éventuellement vos équations ne serviront plus à rien, parce qu'ils vont juste être des copies ou des combinaisons linéaires de d'autres équations que vous avez déjà écrites. Donc pour pas que ça arrive ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours, si on écrit toujours n-1 fois la loi des nœuds, là, on est certain que les équations qu'on va écrire vont être vraiment pertinentes, puis ils vont pas se répéter ou être inutiles. Okay? Donc, nous, ici, on a deux nœuds, donc on écrit seulement une seule équation nœud. Donc, l'autre, on n'en aura pas de besoin. Je vais... je vais l'effacer. Okay, donc, tout ça, c'est juste pour vous montrer que c'est juste une seule équation nœud qu'on peut écrire. Voilà.
Okay. Fait que ça c'est fait. Oups. Okay. Voilà. Donc là, on a fait le point 1, on a fait le point 2, on est rendu au point 3. Le point 3, c'est, dans notre démarche, c'est écrire la loi des mailles autant de fois que cela est nécessaire. C'est quoi qui est nécessaire? C'est jusqu'à ce que le nombre d'équations au total soit égal au nombre d'inconnus. Okay. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que nous, ce qu'on cherche, c'est qu'on cherche à trouver exactement tous les courants qui sont dans notre circuit. Donc, on va être capable de dire là, à n'importe quel endroit c'est quoi le courant. Donc, on a trois inconnus à trouver. On a là, la valeur du courant I1, la valeur du courant I2 et la valeur du courant I3. Donc, on a trois inconnus. Il faut donc trouver, c'est ça, ces trois inconnus là. I1, I2 et I3. Ouais, ça, je reprends. Mais ça, il va peut-être avoir une petite coupure dans la vidéo. Donc, j'ai été distrait. Mais c'est ça. Fait que, il y a trois inconnus, en fait, hein, I1, I2 et I3. Et ce que ça dit, c'est qu'il faut écrire autant de fois d'équations qu'on a d'inconnus. En fait, il faut compléter notre système d'équations. Donc, jusqu'à présent, on a écrit une première équation en écrivant le n-1 fois la loi des nœuds. Et comme notre système contient trois équations, trois inconnus, pardon, I1, I2 et I3, donc pour résoudre un système de trois inconnus, on va avoir besoin de trois équations. Et ce que ça dit ici, l'étape, c'est qu'il faut écrire autant de fois d'équations de maille qu'on a besoin pour compléter notre système d'équations de manière à avoir autant d'équations que d'inconnus. Donc, on doit écrire une deuxième équation et une troisième équation pour que notre système possède trois équations et trois inconnus. Et c'est là qu'on va venir écrire des équations de maille. Okay. Comment je peux faire pour écrire des équations de mailles? Ben, dans un circuit comme ça, il y a au moins trois mailles hein, que je pourrais faire. Je pourrais faire une maille comme ça en parcourant le triangle du haut. Je pourrais faire une maille comme ça en parcourant le triangle du bas. Je pourrais faire une maille qui fait l'espèce de carré comme ça. Il y a plusieurs façons possibles. Donc, je vais décider moi de faire par exemple là, cette maille là. Okay. Pour pas se mélanger et puis bien les identifier, on peut nommer des points dans notre circuit, on peut nommer des lettres. Par exemple, là, ce coin-là, je pourrais l'appeler le coin A, ce coin-là, je pourrais l'appeler le coin B, ce coin-là, je pourrais l'appeler le coin C, ce coin-là, je pourrais l'appeler le coin D. Donc ça, c'est le fun là, quand vous écrivez des mailles pour que le prof qui vous corrige sache un petit peu qu'est-ce que vous faites. Là. On peut les nommer par des lettres comme ça. Par exemple, si je veux parcourir la maille ici, à partir de là, monter, aller à droite puis redescendre, ben, je pourrais appeler ça la maille A, B, C, A. Okay. Donc, si je vais dire là, je vais écrire l'équation qui correspond à la maille A, B, C, A. Donc, si un correcteur lit ça, on comprend là, ce que vous avez fait. Donc, la maille qui monte comme ça, qui tourne à droite, puis qui redescend comme ça. Okay. Donc, ça va être quoi l'équation qui va être associée à cette maille-là? Mais c'est ça, là, il faut se rappeler des lois ici. Okay. On va parcourir notre maille, puis quand on va parcourir notre maille, on va traverser différents éléments de circuit. Donc, on va voir là quel, delta V on va mettre et de quel signe. Fait que disons, on part de notre point A, on parcourt notre maille comme ça. Oups, ici on traverse une pile, mais on la traverse dans le bon sens de la pile, de la borne négative jusqu'à la borne positive. Donc on est en train de faire cette situation-là ici. Donc ça nous donne un delta V qui est égal à plus l'électromotance de notre pile. Donc ça, c'est une pile de 12 volts. Donc quand je traverse ça ici, ça correspond à un delta V qui est plus 12 volts. Donc plus 12. Là, je continue de parcourir ma maille. Hop, là, j'arrive ici. Je traverse un résisteur dans le même sens que le courant. Puisqu'on se rappelle tout à l'heure, ce qu'on avait dit, c'est que le courant voyage toujours du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel. Donc, quand je vais traverser ça comme ça, je vais passer du gros potentiel au plus petit potentiel. Donc, je vais perdre du potentiel. Donc, ça correspond à un delta V qui est négatif. On est en train de faire là, la situation qui est ici. Donc, un delta V qui est négatif et un résisteur parcouru par un courant, le delta V est égal à R fois I. Okay. Donc, le courant, ben on a dit un delta V négatif, donc moins R fois I. La résistance, c'est 1 ohm, donc je peux écrire moins 1 fois mon courant. Le courant, je sais pas c'est combien d'ampères, mais je sais que c'est le courant qui s'appelle I1. Donc, on va écrire ça comme ça, moins 1 fois I1. Et là, je complète ma maille en passant par ici.
Et là, encore une fois, je vais traverser un résisteur dans le même sens que le courant. Le courant, c'est I3, mais je traverse encore un résisteur dans le même sens que le courant. Le courant va du gros potentiel vers le plus petit. Donc, encore une fois, un delta V qui est négatif. Donc, moins R fois I. La résistance, c'est 9 ohms. Et le courant, c'est 3 ampères. Donc, et ensuite de ça, si je continue à parcourir ma maille, je reviens à mon point de départ et là, ma maille, elle est terminée. Donc, la maille là, A, B, C, A correspond à cette équation-là. Donc, en parcourant la maille, j'ai parcouru, j'ai traversé trois objets, trois composantes du circuit. Un qui avait un delta V positif, les deux autres avaient un delta V négatif. Fait que ça se peut justement qu'un positif plus deux négatifs, ça donne égal à 0. Donc on écrit une équation de maille, c'est somme des delta V est égale à 0. C'est ça les équations des mailles. Donc ça, c'en est un exemple. Okay. Là, en ce moment, j'ai deux équations, mais j'ai deux équations avec trois inconnus. Fait que c'est pour ça que je dois écrire encore une autre équation. C'est ça que ça disait le point à écrire, la loi des mailles, autant de fois que cela est nécessaire, jusqu'à ce que le nombre total d'équations soit égal au nombre total d'inconnus. Donc, il faut que je me trouve une autre maille à écrire. Je pourrais écrire la maille ici, je pourrais écrire la maille qui fait le carré comme ça. Pour vous donner un exemple, disons je vais parcourir la maille ici, puis pour pas qu'elle soit trop pareille comme elle qu'on vient d'écrire, regarde, juste pour s'exercer, là, disons qu'on va la parcourir dans le sens contraire, dans le sens horaire cette fois-ci, ok, pour pas être dans le même sens que trop dans le même sens que les courants. Fait que donc, je la pars comme ça, puis je vais la parcourir dans ce sens-là. Fait que je vais monter comme ça, je vais descendre, ensuite, je vais revenir à gauche, puis je vais revenir à mon point de départ. Fait que si j'écris les lettres, là, la maille que je vais écrire, ça va être la maille que je pourrais appeler le A, C, D, A. Okay, on comprend dans quelle direction je vais la parcourir. Donc, la maille A, C, D, A. Okay. Donc, ok, je commence ma maille. Je pars du point A, je monte comme ça. Hop, là, je traverse un résisteur ici. Là, vous voyez que moi, je suis en train de parcourir ma maille en montant vers le haut. Mais le courant, lui, il descend vers le bas. Donc là, je suis en train de traverser un résisteur dans le sens contraire du courant. Donc, je suis dans la situation comme ça. Moi, je suis en train de faire je parcours un chemin qui est dans le sens contraire du courant. Donc, ça correspond à un delta V qui est RI, mais un delta V qui est positif. Donc, parce que le courant voyage du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel. Fait que moi, si je fais mon chemin comme ça, je passe du plus petit vers le plus gros. Donc, c'est un delta V qui est positif. R fois I. Donc, la résistance, c'est 9. Le courant, c'est I3. Donc, plus RI, j'arrive ici, je descends comme ça. Ici, c'est exactement la même chose. Donc, quand je parcours ma maille dans ce sens-là, je traverse un résisteur dans le sens contraire du courant, parce que j'avais supposé que le courant I2 allait vers le haut. Donc, moi, je suis en train de traverser ma maille vers le bas. Donc, je traverse ça dans le sens contraire du courant. Encore une fois, un delta V qui est positif. Delta V est égal à R fois I. Donc, la résistance, c'est 2 ohms. Le courant, c'est I2. Donc, là, j'arrive ici, je reviens comme ça vers mon point A, et là, oups, je traverse une pile dans le sens contraire. Hein. Je passe de la borne positive à la borne négative. Donc là, je suis dans ce cas-là ici. Je traverse une pile dans le sens contraire de son sens habituel. Donc ça va m'enlever du delta V. Okay, ça va m'enlever l'électromotance. C'est une pile de 5 volts. Donc si je traverse comme ça dans le mauvais sens, ça va m'enlever 5 volts. Donc moins 5. Et tout ça, c'est égal à 0 parce que là, j'ai terminé ma maille. Donc quand je reviens à mon point de départ, c'est sûr que la somme des delta V va être égale à 0. Okay. Donc rendu ici, j'ai maintenant un système qui contient autant d'équations que d'inconnus. Donc j'ai terminé le point 3 parce que j'ai écrit autant d'équations que j'en avais nécessaire. J'ai écrit deux équations de maille et j'ai maintenant un système d'équations complet qui contient trois équations et trois inconnus. Donc là, je vais être capable de résoudre. Et l'étape 4, c'est justement de résoudre le système d'équations et obtenir le courant dans chacune des branches. Puis le point 5, vous allez voir, c'est inverser le courant, inverser l'essence du courant si nécessaire. Donc, une fois que vous êtes arrivé ici dans le problème, vous avez terminé ce qu'on pourrait appeler la partie physique du problème, là, qui est d'analyser ça, d'écrire les équations. Une fois que vous avez fait ça, ce qu'il vous reste à faire, c'est juste des mathématiques. Okay. Donc, vous avez un système d'équations, trois inconnus. Ça pourrait être un problème de mathématiques. Donc, je vais le résoudre un peu plus rapidement. J'ai fait un PowerPoint pour aller plus vite. Donc, nos trois équations sont là. Je les ai numérotées. C'est vraiment les trois mêmes équations qui est ici. I1 plus I2 moins I3 égale à 0. On a 12 moins I1 moins 9I3 égale à 0. Et on a la dernière là, qui est 9I3 plus 2I1 moins 5 est égal à 0.
C'est sûr que trois équations, trois inconnus, ça peut être parfois un petit peu difficile à résoudre. Des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va isoler. Avec l'expérience, si vous regardez ça, vous voyez que l'équation 1 contient I1, I2 et I3. L'équation 2 contient I1 et I3. Donc, on serait capable de mettre en relation I1 et I3. Et avec notre troisième équation, on serait capable de mettre en relation I3 et I2. Okay. Puis comme vous voyez, I3, il est présent dans chacune de nos trois équations. Donc, c'est ça que qu'on retrouve le plus, si vous voulez, dans le système d'équations. Donc, le plus simple, ce serait de tout exprimer en fonction de I3. On pourrait, par exemple, utiliser l'équation 2. C'est ça qu'on va faire. On va isoler I1 dans l'équation 2. Donc, si on isole I1 là-dedans, c'est facile. Là, I1 va être égal à 12 moins 9 I3. Donc, on a exprimé I1 en fonction de I3. On va faire la même chose avec I2. Donc, on va isoler I2 là-dedans. Donc, on va isoler I2 en fonction de I3. Donc, si on isole ça ici, là, on va avoir que 2 I2 est égal à 5 moins 9 I3. On va diviser tout ça par 2. Donc, I2 va être égal à 2.5 moins 4.5 I3. Et là, après ça, on va aller réécrire l'équation 1. Mais on va remplacer I1 et I2 par les équations qu'on a ici, par les expressions qu'on a là. Et là, on va se retrouver à avoir une grosse équation qui va juste contenir des termes en I3. Parce que vous voyez, I1, j'ai remplacé par ça plus I2, mais I2 j'ai remplacé par mon équation ici, moins I3 égale à 0. Ça, c'est une équation qui contient seulement I3, donc je vais juste simplifier et isoler I3. Je me rends compte que I3 c'est égal à 1 ampère. Okay. Maintenant que j'ai trouvé I3, trouver I1 et I2, ça va être très facile parce que I1, je sais que c'est 12 moins 9 I3. 12 moins 9 fois 1, ça donne 3 ampères pour I1. Et 2.5 moins 4.5 fois 1, ça donne moins 2 ampères pour I2. Okay. Et là, vous remarquez quelque chose d'un peu particulier, c'est que quand j'ai fait ça ici, quand je fais ma résolution d'équation, je trouve que I2 est égal à moins 2 ampères. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, I2 égale à moins 2 ampères? Ben, si on regarde là, le point numéro 5, ça disait inverser le sens des courants qui sont négatifs si nécessaire. Donc moi, j'ai trouvé un courant négatif qui est I2. Okay? Et qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça veut dire que quand j'ai tracé mon schéma au tout début, si vous vous rappelez bien, là, je vous ai dit, on trace les courants comme ça dans avec des directions arbitraires. Okay? Donc, il n'y a rien qui me permettait de deviner tout de suite là, à 100% dans quel sens les courants allaient aller. Moi, j'avais juste supposé comme ça bêtement là, que I2 allait se déplacer vers la droite parce que je me disais, bah, il va être dans le même sens que la pile. Okay? Mais en faisant les calculs, là, je me suis rendu compte que ces sens de courant-là, je trouve là, quand je résous que I2 est égal à moins 2 ampères. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, là, le courant I2, il est dans le sens contraire de ce que moi j'avais supposé. C'est pour ça que je trouve quelque chose de négatif. Fait que ça veut dire qu'en vérité, le courant I2, là, dans ce morceau de fil-là, il va pas dans ce sens-là, il va dans le sens contraire. Donc le courant descend ici, puis le courant va vers la gauche. Okay. Mais c'est quand même 2 ampères. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous résolvez votre équation, même si vous étiez trompé, même si vous n'aviez pas écrit le bon sens là, du courant dans votre schéma, c'est pas grave, vous allez trouver quand même le bon chiffre. C'est juste que vous allez devoir l'inverser. Donc la réponse à la question, il nous demandait dans quel sens les grandeurs et orientation du courant dans le résisteur R2. Le résisteur R2, c'est celui-là. Donc la bonne réponse, ce serait de dire que dans le résisteur R2, j'ai un courant de 2 ampères qui va circuler vers le bas. Okay. Disons quelqu'un si quelqu'un était un super génie là, de la physique, là, peut-être que juste en regardant le circuit, si quelqu'un avait, je sais pas, deviné là, que le courant ici allait circuler vers le bas, ben, la personne aurait sûrement tracé tout de suite là, son courant I2 vers le bas et I2 vers la gauche comme ça. Si on avait fait ça, ça aurait changé quelques signes là, dans notre démarche et on aurait trouvé tout de suite comme réponse que I2 est égal à plus 2 ampères, là, ce qui nous aurait indiqué que I2 va dans le même sens que ce qu'on a décidé sur notre schéma et qu'il est positif. Okay. Donc, inquiétez-vous pas, ça peut arriver parfois là, que quand vous allez faire des circuits de Kirchhoff comme ça se peut que vous trouviez des résultats qui sont négatifs.
Ça veut pas dire que vous êtes trompé dans vos calculs, peut-être que c'est vraiment ça que ça donne. Si ça vous donne un résultat qui est négatif, ça veut juste dire que, en vérité, le courant il est dans le sens contraire de ce que vous aviez supposé dans votre schéma. C'est pas parce que vous trouvez un nombre négatif que vous devez tout recommencer, effacer, puis réécrire là, vos trucs avec les flèches qui pointent dans le bon sens. Ça sert à rien, même si vous faites ça, vous allez trouver exactement le même chiffre mais de signe contraire. Fait que recommencez pas votre problème pour ça. Si vous trouvez un négatif, c'est pas grave. Mais si on vous demande une question précise, ben vous devez être capable d'interpréter le signe de votre résultat avec votre schéma. Fait que si vous avez ça, vous avez tracé un courant qui est dans ce sens-là, mais vous trouvez une valeur négative, ben vous le savez que dans la vraie vie, le courant il va dans le sens contraire de ce que vous aviez dit. Puis vous êtes capable de répondre à la question sans avoir besoin de recommencer votre calcul au complet. Donc, fait que voilà, c'est un exemple résolu pour c'est la situation 2. Ok, fait que je sais qu'il était déjà fait dans le livre, mais en le faisant comme ça étape par étape, ça vous a probablement aidé à mieux comprendre la façon dont on résout les problèmes de Kirchhoff. Ok, je vais faire dans une autre vidéo, là, pas dans celle-ci, mais dans une prochaine vidéo, un autre exemple de résolution, ok, de la méthode de Kirchhoff. C'est pas un problème du livre, c'est un problème que j'ai inventé, donc ça va faire différent de ceux qui sont dans le livre. Et on fera même d'autres petites étapes, là, vérifier la puissance, la conservation de l'énergie. Donc je ferai ça dans une prochaine vidéo. Voilà, donc ça termine la session 3.5. Donc je vous souhaite une bonne journée. Puis je vais faire l'exemple résolu dans une prochaine vidéo. Bonne journée, à la prochaine.